c'est dans le dénuement d'une cabane délabrée, perdue au milieu des terres arides de Provence, que la jeune Manon se retrouva seule, abandonnée par Colette, sa belle-mère. Elle agrippait une antique valise en carton, un maigre bagage pour une vie déjà si lourde, son esprit d'enfant incapable de saisir la cruauté de l'acte qui venait de se jouer. Le monde semblait s'être tu, à l'exception du crissement incessant des cigales et du soupir du Mistral dans les pins. Soudain, une Citroën DS d'un noir profond, aussi inattendu qu'un mirage dans ce décor d'isolement, glissa jusqu'à s'immobiliser sur la route. La portière s'ouvrit sur un homme distingué, André. Avec une grâce infinie, il marcha vers elle, plia le genou pour se mettre à sa hauteur, la terre rouge de Provence maculant son pantalon de costume sans qu'il y prête attention. Puis, il avança sa main, grande et rassurante, dans un geste d'offrande qui tranchait avec l'abandon qu'elle venait de subir. Sa main resta suspendue dans le vide, une attente patiente et silencieuse. Manon, pétrifiée, ne bougea pas. Une rafale de vent fit danser la poussière autour d'eux, et elle serra plus forte encore la poignée de sa valise, sentant le carton usé gratter sa petite paume moite. L'homme restait accroupi, son costume souillé par la terre, un sourire indéfectible sur les lèvres, attendant une réaction qu'elle ne savait comment donner, perdue dans un abîme de confusion et de peur. Ses yeux, d'un bleu limpide, possédaient une profondeur qu'elle n'avait jamais vue chez les adultes de son entourage. C'était un regard empreint d'une sincérité désarmante et d'une grande lassitude, comme s'il avait vu trop de peine mais refusait de s'y résigner. « Es-tu toute seule ici » demanda-t-il, sa voix posée et douce, mesurant chaque mot pour ne pas l'effaroucher. Manon fit un lent signe de tête affirmatif, son regard ancré dans le sien, tandis que son cœur battait à un rythme effréné dans sa cage thoracique. La peur ancestrale de l'inconnu luttait en elle contre une curiosité nouvelle et puissante. La personne qui t'a déposé ici, où se trouve-t-elle ? Le regard d'André balayait les environs, cherchant une présence humaine parmi les arbres tordus et le ruban vide de la route. Manon tourna la tête vers le chemin de terre qui s'évanouissait dans la végétation. Personne. Rien que le silence pesant de la fin du jour, troublé par le cri mélancolique d'un oiseau invisible. Elle est partie, souffla Manon, sa voix si frêle qu'elle se perdit presque dans le vent. André prit une longue inspiration, l'air semblant s'alourdir de la détresse de la situation. Son regard se posa sur la cabane en ruine, son toit à demi effondré, ses murs faits de planches qui ne tenaient que par miracle. Il avisa les quelques baluchons jetés à terre, puis cette vieille valise qu'elle serrait comme une ancre dans la tempête. « Reviendra-t-elle » interrogea-t-il, sa voix ayant pris une intonation plus grave, plus sérieuse. La réponse tarda à venir, car Manon elle-même l'ignorait. Colette avait promis de revenir vite, après être allée chercher de l'eau. C'était il y a une éternité, quand le soleil était haut et brûlant. Désormais, il déclinait derrière les collines, embrasant l'horizon de couleurs flamboyantes. « Je ne sais pas » murmura-t-elle, baissant les yeux vers ses pieds nus et sales. André garda le silence un instant, l'observant avec une expression où se lisait une colère sourde et une infinie compassion, une émotion qu'il peinait à masquer. « Quel est ton prénom » demanda-t-il, adoptant un ton plus léger pour la détendre. « Manon » répondit-elle doucement. « Manon, c'est un très joli prénom » dit-il avec un sourire encourageant. « Mon nom est André. Et je ne te laisserai pas ici. » Il en est hors de question, déclara-t-il avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. Elle le dévisagea, ses jeunes traits marqués par l'incompréhension. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Jamais personne ne s'était soucié de sa solitude, de sa peur, de son bien-être. Ses paroles résonnaient comme une mélodie nouvelle et étrange à ses oreilles. André se redressa, ses articulations protestant légèrement, et lui tendit à nouveau sa main. « Viens. Je t'emmène dans un lieu sûr. Tu y trouveras un bon repas chaud et un vrai lit pour dormir, » proposa-t-il. Le regard de Manon navigua de la main tendue à la cabane derrière elle. Ce lieu était sordide, il sentait l'humidité et la misère, mais c'était son seul point de repère dans un monde qui venait de basculer. Le quitter, c'était plonger dans l'inconnu absolu. Mais si elle revient ? Si elle ne me trouve plus ? S'inquiéta Manon, sa voix trahissant sa panique d'enfant. André s'agenouilla une nouvelle fois, plongeant son regard dans le sien. Ses yeux reflétaient une peine qui n'aurait jamais dû être celle d'une fillette. Si elle revient, je lui expliquerai tout. Mais en cet instant, ce dont tu as besoin, c'est d'un repas, d'un toit, et de quelqu'un pour veiller sur toi comme tu le mérites,
assura-t-il avec une intensité qui la toucha au plus profond de son être. Manon sentit une boule se former dans sa gorge, ses yeux s'embuer. Elle voulait y croire en cet inconnu providentiel, mais les déceptions passées avaient érigé en elle de hautes murailles de méfiance. Les promesses, elle n'en connaissait que la saveur amère des trahisons. « Vous le promettez » chuchota-t-elle, un dernier rempart avant de céder. « Je te le promets, Manon. »« Je te promets de veiller sur toi, » répondit André. Et cette fois, la sincérité de sa voix, la chaleur de son regard, firent tomber ses défenses. Avec lenteur, elle relâcha sa prise sur la valise, qui tomba sur le sol. Elle déposa sa main tremblante dans celle, large et chaude, de l'homme, qui la referma avec une infinie précaution, comme s'il tenait le plus précieux des trésors. André souleva la valise, si légère qu'elle semblait vide, et se dirigea vers la Citroën DS, guidant Manon avec une douceur attentive. Elle se retourna une dernière fois vers la cabane qui s'éloignait, un pincement au cœur mêlé à un immense sentiment de libération. C'était plus qu'un lieu qu'elle quittait, c'était une vie de souffrance qu'elle laissait derrière elle. La voiture, d'un luxe incongru dans ce décor, scintillait sous les derniers feux du jour. André installa la valise sur la banquette arrière. « Assieds-toi devant, à côté de moi » l'invita-t-il. L'ascension fut laborieuse pour ses petites jambes, mais une fois installée sur le siège en cuir, elle fut saisie par la douceur de la matière, un contact presque irréel. André démarra le moteur, dont le ronronnement feutré était comme une berceuse. « As-tu faim » demanda-t-il en attachant leur ceinture. Manon acquiesça énergiquement. La faim la tenaillait. La dernière chose qu'elle avait avalée était un quignon de baguette rassis que Colette lui avait donné à la hâte. André lui tendit un sachet en papier. « Des biscuits. Mangeant autant que tu voudras. » Elle découvrit des gâteaux au chocolat, emballés individuellement. La première bouchée fut une révélation, une explosion de saveurs sucrées qu'elle avait oubliées. « Mange lentement, ou tu auras mal au ventre », la prévint gentiment André, tout en conduisant avec prudence sur le chemin caouteux. Manon tenta de ralentir, mais son corps, affamé, la suppliait de continuer. La voiture rejoignit bientôt une route asphaltée, bordée de platanes. Manon, fascinée, observait le monde défiler par la fenêtre, les maisons, les gens, une vie normale qui lui semblait appartenir à une autre planète. « Où va-t-on » Sans qui elle. « Chez moi. »« Dans ma maison de campagne, en Provence » répondit André. « C'est loin d'ici » Une vingtaine de minutes. Manon se tut, absorbée par la contemplation du paysage qui se transformait, les villages laissant place à des champs de lavande et d'oliviers. « Pourquoi vous êtes-vous arrêté pour moi » demanda-t-elle soudain. André hésita. « Je rentrais du travail, à Avignon. J'ai pris ce raccourci. Et je t'ai vu, si seul. Mon cœur m'a dit de m'arrêter. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais vous ne me connaissiez pas. Il n'est pas nécessaire de connaître quelqu'un pour savoir qu'une enfant seule est en danger, répliqua-t-il avec une gravité qui la fit taire. La voiture s'engagea dans une allée de cyprès menant à une magnifique bâtisse en pierre, une belle maison de campagne provençale aux volets bleus. Un portail en fer forgé s'ouvrit sur un simple clic. Manon était bouche bée. « C'est ici que vous vivez » ? « Oui » confirma André en garant la Citroën DS. « Viens, je vais te faire visiter. » Ils entrèrent par la cuisine. La pièce était immense, chaleureuse, avec ses tomates au sol et ses poutres apparentes. Une odeur de thym et de romarin flottait dans l'air. « Tu dois être affamé » dit André en entendant son ventre gargouiller. « Je vais te préparer un vrai repas. » Tandis qu'il réchauffait un plat de bœuf bourguignon, Manon s'assit timidement sur une chaise, n'osant toucher à rien. Tout était si propre, si beau. Il lui servit une assiette fumante de bœuf bourguignon et de haricots verts, accompagnée d'un verre de jus de pomme. « Mange à ta faim, mais doucement » lui conseilla-t-il. La première bouchée fut un pur délice. La viande était fondante, la sauce savoureuse. C'était le meilleur repas de sa vie. André l'observait manger, son regard empreint d'une tristesse infinie devant cette faim qui en disait long. Après le repas, il la conduisit à l'étage, dans une chambre d'amis spacieuse et confortable. « Tu dormiras ici cette nuit. La salle de bain est juste à côté. » Manon n'en croyait pas ses yeux. Le lit était immense, les draps semblaient si doux. « C'est pour moi »
demanda-t-elle, les yeux brillants. Oui, Manon. C'est pour toi. Prends un bon bain, repose-toi. Demain, on avisera. Pour la première fois de la journée, Manon sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes non de peur, mais d'un soulagement si intense qu'il en était presque douloureux. Merci, sanglota-t-elle. Il n'y a pas de quoi, Manon. Tu mérites bien mieux que ce que la vie t'a donné jusqu'à présent. Il revint avec une serviette et un t-shirt pour la nuit. Après un long bain chaud qui lava la saleté et une partie de sa peine, elle se glissa dans le lit douillet. Alors qu'elle allait s'endormir, André frappa à la porte et lui apporta un verre d'eau. Dors bien, Manon. Tu es en sécurité. Laissant la porte entr'ouverte, il la laissa seule avec le silence apaisant de la maison. Manon s'endormit d'un sommeil sans rêve, un sommeil réparateur qui chassa les fantômes de la journée. Le lendemain, réveillée par le soleil, elle mit un instant à se souvenir. La réalité de la veille lui revint, non comme un cauchemar, mais comme un étrange conte de fées. De sa fenêtre, elle découvrit un jardin magnifique. André la rejoignit bientôt pour le petit déjeuner, croissants frais, baguettes croustillantes, confiture maison. C'était un festin. Puis vint le moment des questions. D'une voix d'abord hésitante, puis plus assurée, Manon raconta son histoire. La mort de ses parents, la cruauté de Colette. Chaque mot était un poids qui se libérait. Le visage d'André se durcit en l'écoutant. Manon, tu ne retourneras jamais avec cette femme, décréta-t-il. Je vais m'occuper de tout. Plus tard, Monique, la femme de ménage, une dame souriante et bienveillante, arriva. Pendant qu'André était au tribunal, elles préparèrent ensemble un gâteau au chocolat. Manon se sentit revivre. André revint à midi, les bras chargés de sacs. Des vêtements neufs, rien que pour elle. Manon n'avait jamais rien eu de neuf de sa vie. L'après-midi, André lui expliqua la situation, il avait demandé sa garde provisoire. Un juge, le juge Jean, allait devoir statuer. La peur revint, mais André la rassura. Je serai là. Tout ira bien. La semaine suivante, ils se rendirent au tribunal. Le juge Jean, un homme d'un certain âge au regard pénétrant mais bon, l'écouta avec attention, ainsi que le docteur Valérie, une psychologue. Manon raconta son histoire une nouvelle fois, sans rien omettre. À la fin, le juge déclara « Je vous confie la garde provisoire de Manon pour 6 mois. Une enquête sociale sera menée. » C'était une première victoire. André et Manon la célébrèrent avec des crêpes à la fraise préparées par Monique. Les mois passèrent. Manon alla à l'école, où elle se lia d'amitié avec une fille nommée Chloé. Elle s'épanouissait, reprenait goût à la vie. L'assistante sociale, Sandrine, fit un rapport élogieux. L'audience finale fut une formalité. Le juge Jean accorda la garde définitive à André, qui avait déjà entamé une procédure d'adoption. « Manon, veux-tu qu'André devienne ton père ?» demanda le juge. « Oui », répondit-elle sans hésiter, les larmes aux yeux. De retour à la maison, elle se blottit contre lui. « Papa ?»« Oui, ma fille, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Les années filèrent. Manon devint une adolescente équilibrée et studieuse. André rencontra Sophie, une femme douce et intelligente qui sut trouver sa place dans leur famille sans jamais chercher à remplacer la mère de Manon. Ils se marièrent à la mairie, et Manon fut leur témoin comblé. Puis vint la naissance d'Alice, la petite sœur que Manon n'avait jamais osé espérer. Jeune adulte, Manon choisit d'étudier l'architecture. Son rêve, construire des lieux de vie chaleureux et sécurisants pour les autres. Son projet de diplôme, la conception d'un foyer d'accueil pour enfants, fut remarqué par une ONG et vit le jour. Le jour de l'inauguration, face au bâtiment coloré et accueillant, elle sentit une immense gratitude. Une petite résidente du foyer vint la remercier. Dans les yeux de cet enfant, Manon revit son propre passé. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement été la bénéficiaire d'un miracle, elle était devenue, à son tour, créatrice d'espoir. En regardant André, son père, qui la contemplait avec une fierté infinie, elle sut que sa vie avait véritablement commencé le jour où une Citroën DS noire s'était arrêtée sur une route de Provence. Un acte de bonté pure avait suffi à changer son destin et à lui permettre, des années plus tard, de changer celui des autres. C'était cela, sa plus grande réussite.